Rudo était un habitant des bidonvilles qui s'introduisait souvent dans les décharges des riches pour voler des objets utilisables. Cependant, lorsqu'il est accusé du meurtre de son père adoptif et jeté dans la fosse où finissent tous les déchets du monde, il est obligé de combattre des monstres gigantesques faits de déchets pour remonter et se venger. Le monde est divisé en deux parties. D'un côté, il y a la ville immaculée avec des gens riches qui vivent que leur meilleure vie. Et de l'autre côté, il y a les bidonvilles où vivent des gens comme lui. La seule constante est la fosse où finissent tous les déchets, y compris ceux des criminels. Les riches qui vivent en ville jettent sans hésiter même les objets légèrement endommagés. Comme la femme qui dit à sa fille de jeter le jouet pour chiot qu'elle vient d'acheter parce qu'il est endommagé. Elle lui dit que le jouet deviendra moche s'ils essaient de le réparer et qu'ils pourront simplement en acheter un autre plus tard. La fille n'a aucun problème avec ça et sa mère jette le chiot avec d'autres déchets dans le petit conduit d'évacuation des ordures qui le mène directement à un camion dans un tunnel souterrain qui mène à un site de collecte des ordures géant. Cependant, le jeune Rudo se trouve également à l'intérieur du site de collecte des ordures, en train d'acheter les objets que transportent les camions. Il se faufile dans le site de collecte des ordures et entre dans l'une des pièces. Mais malheureusement, un garde entend du bruit et il vérifie immédiatement à l'intérieur pour trouver quelqu'un en train de fouiller dans les poubelles. Le garde fait irruption dans la pièce avec son arme pointée sur le voleur d'ordures Rudo, le traitant de dégénéré dégoûtant qui menace la beauté de la ville en accumulant des déchets. Rudo ne répond même pas à cela parce qu'il entend ces choses tous les mardis. Mais le garde sonne alors l'alarme et appelle des renforts. Alors que d'autres gardes arrivent, Rudo leur jette des sacs poubelles et les maniaques de la propreté ne peuvent pas supporter des œufs crus sur leur uniforme. Alors ils le regardent simplement grimper dans l'aération sans rien faire. Rudo sort de l'aération près de la sortie, mais la porte se ferme sur son visage. D'autres gardes arrivent. Ouvrir le feu. Quelle bande de connards. Je suis la menace. Bande d'enfoirés. Le lendemain, la nouvelle du pilleur d'ordures se répand dans la ville et les habitants accusent les habitants des bidonvilles d'en être responsables. De l'autre côté du mur, les habitants des bidonvilles savent exactement à qui s'en prendre, car ce n'est pas la première fois que Rudo pénètre dans les déchetteries. Ils pensent qu'il sera attrapé un jour. Rudo ne se soucie pas d'eux, car il installe sa boutique pour vendre les produits réparés qu'il a trouvés. Lorsque son ami Chiwa arrive là-bas pour s'en prendre à lui, elle lui demande pourquoi diable prend-il un tel risque juste pour fouiller dans les poubelles des citadins, et il répond que ces riches ne se soucient même pas de jeter des choses parfaitement utilisables. Il se sent désolé pour les choses qu'il jette, alors il les récupère, et comme il peut gagner de l'argent en les vendant, c'est encore mieux. Chia semble le comprendre. Mais juste à ce moment-là, 3 garçons arrivent en serrant le nez et en disant que quelqu'un pue l'ordure ici. Ils disent à Chia de rester loin de Rudo, sinon elle sentira aussi comme une poubelle. Ils insultent ses épais gants noirs qu'il n'a pas lavés depuis qu'Obama est président et disent qu'un seul contact avec eux peut donner des éruptions cutanées à n'importe qui. Un garçon donne un coup de pied dans la lanterne que Rudo vient de réparer en disant que personne ne lui achètera ses ordures. Tu veux soutenir Mangekyo Sekai et accéder à du contenu exclusif? C'est le moment de rejoindre une vraie communauté d'amoureux du manga avec 3 plans adaptés à tous. Avec le plan légende du manga, tu obtiens des badges spéciaux et des emojis personnalisés pour te démarquer dans les commentaires, ainsi qu'une priorité pour les réponses aux commentaires. Le plan Shonen Master, en plus des avantages du niveau inférieur, c'est l'accès en avant-première à nos dernières vidéos, des dédicaces personnalisées dans nos prochaines vidéos et des vidéos réservées aux membres. En denier, le plan légende du manga, pour les plus fidèles, permet d'échanger avec nous sur Telegram ou Discord, cadeaux exclusifs avec des produits à prix réduit sur notre boutique, en plus des avantages des niveaux inférieurs et des surprises rien que pour toi. Clique sur « Rejoindre » pour faire partie de l'aventure et faire briller encore plus cette chaîne qu'on construit ensemble. Il dit que les mains de Rudo sont encore plus effrayantes que les gants. C'est pourquoi il les garde cachés. Rudo entend silencieusement tout ce qu'ils disent. Mais lorsqu'un garçon l'appelle le fils d'un meurtrier, il devient soudainement furieux. Les garçons, cependant, ne s'arrêtent pas, disant que le bidonville a été créé pour emprisonner des criminels et que les gens qui vivent ici maintenant sont leurs descendants. C'est pourquoi ils essaient toujours de garder leur réputation propre. Mais le père de Rudo leur a fait honte en devenant un meurtrier. Rudo ne supporte plus les insultes et il lance un regard noir aux garçons qui se font dessus et s'enfuit immédiatement. Il continue de maudire Rudo et de dire qu'il deviendra un jour un meurtrier comme son père. Rudo commence alors tranquillement à réparer la lanterne et Chi lui dit qu'elle croit qu'il est une bonne personne qui ne deviendra jamais comme son père. Il est gêné en entendant cela. Mais avant qu'il ne puisse la remercier, l'attention de Chi se porte sur le jouet pour chiot qu'il a récupéré à la décharge la nuit dernière. Il s'avère que Rudo lui a apporté le chiot en cadeau en premier lieu. Mais avant qu'il puisse le lui donner et augmenter son score de risque, la mère de Chiwa arrive et l'emmène. Rudo rentre ensuite chez lui et retrouve son père adoptif, Recto, qui l'attend. Reto commence soudainement à imiter à quel
quel point il était nerveux en essayant de donner le chiot à Chi et Rudo devient rouge parce qu'il ne l'a pas vu les regarder. Recto lui dit qu'ils en parleront plus tard car ils doivent d'abord parler du petit voyage de Rudo à la casse. Recto lui dit qu'il n'a pas besoin de se forcer autant parce qu'ils ne sont pas si fauchés. Il pense que Rudo se sent un peu redevable envers lui parce qu'il l'a adopté après que son père biologique ait été jeté dans la fosse pour avoir été un meurtrier. Mais Rudo dit que ce n'est pas comme ça. Il dit à Recto qu'il le considère comme un membre de sa famille et qu'il essaie simplement de faire sa part. Recto lui dit simplement d'être honnête avec Chiu et Rudo trébuche soudainement, blessant la blessure par balle de la nuit dernière. Recto commence immédiatement à lui donner les premiers soins et change également les bandages autour de ses mains pendant qu'il y est. Alors que Rudo regarde ses mains, il se souvient qu'elles ont été blessées depuis aussi longtemps qu'il le sait. Les gens l'ont toujours jugé pour ça, et parfois ses blessures ont commencé à faire très mal de nulle part. Puis un jour, Recto lui a donné les gants noirs qui ont supprimé la douleur comme par magie. Après que Recto ait fini de soigner les blessures de Rudo, il lui dit de se confesser à Chi bientôt, sinon quelqu'un d'autre pourrait l'enlever. Et pendant qu'ils plaisantent tous les deux à ce sujet, un type masqué et effrayant écoute tout ce qui se passe dans la rue. Le lendemain, Rudo prend enfin son courage à deux mains pour dire ses sentiments à Chi et se dirige vers sa maison avec le chiot. Mais en chemin, il tombe sur une scène qui n'est pas vraiment rare dans les bidonvilles. Au bord des bidonvilles, il y a la fosse où sont jetés tous les déchets et les grands criminels. Aujourd'hui, un autre criminel est jeté dans la fosse et Rudo ne peut que regarder l'exécution en se demandant ce qui arrive aux personnes à l'intérieur de la fosse. Juste à ce moment-là, Chi arrive en disant que c'est une vue assez brutale et Rudo panique parce qu'il n'était pas encore prêt à la rencontrer. Chi commence soudainement à parler des exécutions et d'autres choses. Et puis, elle dit à Rudo qu'elle ne veut pas qu'il soit jeté dans la fosse. Elle dit qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui ne devraient pas être jetées à la poubelle. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour risquer sa vie. Rudo répond que Recto a dit la même chose, et Chia dit que c'est parce que Recto l'aime aussi. Rudo prend une seconde pour comprendre que Chi a dit que Recto l'aime aussi, et son cerveau, avec 2 mégaoctets de RAM, comprend que Chi veut dire qu'elle l'aime. Elle est troublée en réalisant que ses paroles pourraient être interprétées de cette façon. Mais Rudo a déjà perdu la tête. Il tombe par terre en se tenant le visage, puis donne le jouet pour chiot à Chi en disant qu'elle n'en voudra peut-être pas car il vient de la poubelle. Mais il pensait que le chiot serait plus heureux avec elle. À sa plus grande joie, Chiwa accepte le jouet, disant qu'elle le chérira. Et Rudo est plus heureux qu'il ne l'a jamais été. Il saute et danse sur le chemin du retour, pensant qu'il doit s'en vanter auprès de Recto immédiatement. Il croise des gardes qui ne s'occupent même pas de lui. Mais il est curieux de savoir pourquoi ils sont dans les bidonvilles. Quoi qu'il en soit, Rudo arrive à la maison et commence à raconter à Erto ce qui s'est passé juste au moment où il a ouvert la porte. Mais il est stupéfait lorsqu'il voit Erto au sol avec un homme masqué effrayant sur lui. L'homme masqué se retourne pour jeter un œil à Rudo avant de plonger son couteau plus profondément dans le corps de Erto. Rudo perd son sang-froid en voyant cela et charge l'homme du mât, mais il est frappé si fort qu'il ne se rend même pas compte qu'il a été assommé. Au moment où Rudo reprend ses esprits, le meurtrier masqué a terminé son travail. Il ramasse un livre par terre et se dirige vers l'extérieur, jetant un bref coup d'œil à Rudo qui essaie de le suivre. Mais ensuite, il entend la voix de Erto. Erto est toujours en vie et avec son dernier souffle, il dit à Rudo de s'enfuir. Rudo s'approche immédiatement de lui promettant qu'il va chercher de l'aide. Mais Erto lui dit simplement de s'enfuir et de changer ce tas de merde de monde en quelque chose de meilleur. Juste à ce moment-là, les soldats arrivent et tuent Rudo, le croyant être le meurtrier. Ils le plaquent au sol et lui disent qu'il est arrêté pour meurtre. Et Rudo leur dit que ce n'était pas lui. Les gardes lui disent que plus rien de ce qu'il dit n'a d'importance car ils l'ont pris en flagrant délit. Il continue d'essayer de leur dire que le véritable meurtrier vient de quitter la maison et qu'ils peuvent encore l'attraper. Mais les gardes ne veulent même pas l'écouter. Alors ils l'assomment en utilisant la méthode traditionnelle. Bientôt, Rudo est emmené à l'échafaud pour être exécuté pour ses crimes. Tous les habitants des bidonvilles sont présents pour assister à son jet dans la fosse. Et même certaines personnalités de la ville principale sont présentes. Le juge dit à Rudo que le meurtre est l'un des plus grands crimes que l'on puisse commettre. Et même s'il a tué un simple habitant d'un bidonville, la peine ne sera pas réduite. Il déclare que Rudo est mort en le jetant dans la fosse. Et les gens commencent à applaudir en entendant cela. Rudo n'arrive toujours pas à croire que cela lui arrive. Et il souhaite qu'une seule personne croie qu'il n'est pas un meurtrier. Ses yeux parcourent la foule et s'arrêtent sur Chi. Rudo lui crie dessus en disant qu'il n'a pas tué Erto.
Il lui demande de trouver le coupable, mais elle dit simplement qu'elle lui faisait confiance, mais qu'il n'en était pas digne. Elle dit qu'il était le fils d'un meurtrier à la fin et laisse tomber le jouet alors qu'elle lui tourne le dos. Sa trahison blesse Rudo plus que tout, et il s'en prend aux gens en le traitant de saleté humaine, qui mérite d'être jeté dans la fosse. Il dit qu'ils sont la vraie saleté ici parce qu'ils ne sont que des amas de viande sans cerveau ni volonté. Il jure qu'il les enverra tous en enfer quand soudain il remarque que le meurtrier est également parmi la foule. Cependant, il n'a aucune chance d'en parler à qui que ce soit car il est jeté au bord du gouffre. Rudo a l'impression de tomber depuis toujours et à un moment donné, il perd connaissance. Heureusement, tous les déchets au fond de la fosse perturbent son atterrissage et lorsqu'il se réveille, il est complètement indemne. Il se demande ce qui se passe et comment il est encore en vie lorsque la puanteur de l'endroit le frappe soudainement. Même le voleur d'ordures est obligé de bloquer l'odeur. Et puis il remarque l'immense mer de déchets devant lui, ainsi que des choses qu'il ne reconnaît pas. Rude se demande ce qu'est cet endroit quand soudain une ombre géante le recouvre. Il se retourne pour voir ce qui se passe et il n'en croit pas ses yeux lorsqu'il voit un monstre gigantesque fait de déchets pointer ses crocs vers lui. L'esprit de Rudo devient vide pendant un instant en voyant le monstre. Et il se souvient qu'il avait toujours trouvé étrange que tout le monde soit si obsédé par l'idée d'envoyer les ordures et les saletés humaines au fond du puits. Personne ne s'est jamais soucié de ce qui leur arrivait réellement en bas. Ils ne pensaient même pas à ce qui pouvait encore se trouver au fond. Cependant, il se reprend rapidement et commence à courir pour sauver sa vie alors que le monstre gigantesque commence à s'approcher de lui. Les choses prennent soudainement une tournure pire lorsque le monstre rugit bruyamment et, par conséquent, d'autres monstres surgissent du tas d'ordures. Ils commencent à poursuivre Rudo, qui court aussi vite qu'il peut, mais tout cela est inutile car il se retrouve bientôt piégé. Les monstres se jettent soudainement sur lui et il esquive d'une manière ou d'une autre leurs attaques. Il tente de s'enfuir, mais trébuche et tombe directement sur un crâne humain, lui faisant réaliser quel sera son destin. Et juste à ce moment-là, le tas d'ordures sur lequel il se tenait s'effondre. Rudo se retrouve rapidement au pied d'une falaise qui le maintient à distance de sécurité des monstres. Mais il y a autre chose qui le tue. Il se rend compte que l'air de cet endroit est littéralement un poison. Et s'il le respire trop longtemps, ses poumons seront déchirés. Il se couvre la bouche et le nez avec ses gants, espérant trouver un endroit où se cacher et récupérer. Mais il réalise soudain qu'un espace sûr n'existe peut-être même pas dans cet enfer. Il commence à perdre espoir et vomit soudainement du sang, dont le bruit attire à nouveau les monstres vers lui. Rudo tombe au sol, incapable de bouger, et il accepte presque son sort lorsque soudain le corps mourant de Erto surgit dans ses souvenirs. Un étrange pouvoir surgit soudainement dans les mains de Rudo, mais il ne le remarque pas. Cependant, il sent sa vision changer et il commence à voir des lumières sortir des tas d'ordures et du tuyau en fer devant lui. Rudo rampe vers lui, déterminé à rester en vie car il a une raison de vivre. Il attrape le tuyau en fer et se lève, déclarant qu'il retournera à la surface et se vengera des gens qui l'ont envoyé ici. La rage commence à monter en lui et les monstres se faufilent vers lui en profitant de cette occasion. Cependant, alors que l'un d'eux l'attaque, Rudo le frappe simplement avec le tuyau en fer sans même prendre la peine de le regarder. Rudo est devenu fou en combattant les monstres. Il ne se soucie pas de l'air empoisonné ou du sang qui coule de son nez alors qu'il continue à sauter partout. Et même le fait d'être projeté contre d'énormes rochers à grande vitesse ne semble pas lui faire beaucoup de dégâts. Un monstre écrase le rocher sur lequel il était coincé, l'enterrant sous les décombres. Mais Rudo sort et tire une perche avec lui. Il le balance de toutes ses forces, infligeant de gros dégâts au monstre. Mais soudain, un autre monstre surgit juste en dessous de lui. Rudo parvient d'une manière ou d'une autre à s'éloigner de ses mâchoires, mais les conséquences de l'inhalation de l'air toxique le frappent, finalement. Il recommence à cracher du sang et les monstres profitent de cette occasion pour s'approcher de lui. Heureusement, son pouvoir mystérieux s'élève à nouveau, lui donnant la force et la folie de rester dans sa position, même lorsque deux monstres l'attaquent en même temps, et utilise une feuille de métal pour couper le crâne du premier monstre. Il attaque ensuite le deuxième monstre, le coupant en deux et le faisant exploser. Il fait une pause après cela, mais un autre monstre gigantesque commence à marcher vers lui. Au moment où Rudo le voit, il décide de s'enfuir et de reprendre des forces. Mais le monstre piétine le sol de toutes ses forces, libérant une onde de choc qui l'emporte. Cependant, lorsque Rudo ouvre les yeux,
Il est choqué de voir un gars portant un masque effrayant debout sur lui. Il se demande qui est ce type et d'où vient-il. Mais l'homme le soulève soudainement et lui donne un coup de pied en avant. Rudo crache du sang et est sur le point de jeter les mains lorsque le gars met soudainement un masque à gaz sur son visage, lui permettant de respirer à nouveau. Rudo est vraiment confus maintenant et il demande à l'homme s'il est du coin. Il veut en savoir plus sur cet endroit et les monstres qui s'y trouvent, mais l'homme masqué lui demande simplement de se taire. De toute évidence, quelqu'un avec un QI à un chiffre ne peut pas comprendre les ordres et Rudo continue de lui poser des questions à voix haute sur cet endroit. L'homme masqué lui murmure une fois de plus de se taire, mais Rudo lui dit de parler plus clairement. Il demande s'ils sont sous terre et l'homme masqué finit par s'exclamer. Il oublie son propre conseil et crie sur Rudo, lui disant qu'ils ne sont pas sous terre, mais au-dessus de la surface, et que c'est la faute des gens qui vivent au sommet d'avoir transformé cet endroit en un enfer. Il dit ensuite à Rudo que les monstres géants faits de déchets sont attirés par le son, et que grâce à lui qui ne se tait pas, ils l'ont maintenant remarqué. L'homme masqué dit que les bêtes poubelles ne peuvent pas être vaincues avec des armes ordinaires. Alors, leur meilleur choix était de s'enfuir silencieusement, mais ils ne peuvent plus le faire. Une énergie dorée émerge soudainement de son bras et recouvre son parapluie, le transformant en arme. Le monstre les attaque, mais l'homme masqué fait simplement tournoyer son parapluie devant son visage, l'utilisant comme un mixeur plongeant pour broyer le monstre. Les morceaux du monstre tombent partout et se transforment soudainement en poussière. Rudo était déjà surpris par l'étrange bonus, mais maintenant, il est encore plus curieux de savoir si les monstres ne se régénèrent pas après avoir été touchés par cette attaque. Juste à ce moment-là, une énorme horde de monstres arrive là-bas. Il se précipite vers les monstres, les faisant exploser rapidement avec son parapluie à lame, puis saute en utilisant son parapluie comme parachute. Rudo se demande s'il s'agit d'une sorte de technologie utilisée par les gens dans la fosse, ou si elle est propre à l'homme masqué. Pendant ce temps, l'homme masqué dérive devant le dernier monstre géant restant, qui lui crache soudainement une boule d'acide. Il bloque et disperse l'acide avec son parapluie, et l'acide explose violemment en frappant les plaques d'ordures. L'homme masqué utilise ensuite la tête du monstre comme base pour sauter plus haut, et après cela, il verse plus d'énergie dans son parapluie, augmentant sa taille et sa puissance destructrice. Il plonge vers la tête du monstre avec ça, le coupant ainsi que le sol. Une fois cela fait, l'homme masqué retourne vers Rudo, qui lui demande « Qui diable est-il » L'homme retire son masque et se présente comme Injin, un simple nettoyeur. Mais l'instant d'après, l'air nauséeux lui fait regretter sa décision. Injin maudit Rudo pour lui avoir fait enlever son masque, puis soudainement, Rudo s'effondre. Alors qu'il est inconscient, il rêve d'un incident de son enfance. Il était rentré chez lui après avoir été harcelé et poussé dans les égouts par les autres garçons parce qu'il leur avait dit que les objets étaient vivants et qu'ils ne le croyaient pas. Reg lui a demandé s'il avait frappé le dos du garçon et Rudo a répondu qu'il ne l'avait pas fait. Il demanda à Reto s'il disait vraiment la vérité quand il disait que lorsqu'un objet est traité avec soin, une âme finira par l'habiter. Alors que Reto le nettoyait, il dit que l'histoire n'était qu'une vieille légende pour que les gens chérissent ce qu'ils avaient. Rudo devint de plus en plus curieux en entendant cela et demanda si les objets autour de leur maison avaient aussi une âme, y compris ses gants. Reto a simplement répondu que s'il les traitait avec soin, ils auraient une âme un jour. Rudo se réveille soudainement de son rêve et se retrouve enchaîné et traîné par Injin. Rudo le maudit en lui disant de le libérer, mais Injin dit qu'il l'emmène simplement dans un endroit sûr. Rudo ne s'en soucie plus car il veut remonter pour se venger, mais ces mots font qu'Injin s'arrête net. Il dit à Rudo qu'il est impossible de remonter jusqu'à l'endroit qu'ils appellent la sphère, qui est essentiellement dans le ciel et qui est constamment en mouvement. Il recommence ensuite à traîner Rudo en disant que revenir n'est pas possible maintenant et qu'il devrait simplement se calmer et accepter sa nouvelle situation. Rudo, cependant, refuse d'abandonner, affirmant qu'il reviendra sur la sphère à tout prix. Il croit qu'Injin connaît le chemin pour y aller, mais le lui cache, et il lui crie de lui dire tout ce qu'il sait, sinon, il continuera à crier jusqu'à ce que d'autres monstres arrivent. Injin est en colère à ce sujet, et il dit à Rudo qu'il lui dira exactement de quel genre d'endroit il s'agit. Il commence à le traîner encore plus négligemment et l'emmène finalement dans une clairière dans un canyon qui est 100 fois plus propre que les environs. Injin le dépose là, lui disant de s'amuser alors qu'il part rapidement. Rudo le maudit pour au moins le libérer, mais Injin s'en va sans rien dire. Soudain, un groupe d'hommes portant des masques à gaz sortent des camions et commencent à se diriger vers Rudo. Ils se demandent s'ils sont les habitants de cet endroit,
et les gens sont également incroyablement curieux à son sujet. À en juger par ses vêtements, ils se demandent s'il vient de la sphère et ils l'approchent de manière effrayante avec leurs questions. Rudo leur dit nerveusement qu'il est tombé de la sphère et les hommes jettent soudainement leurs masques. Ils semblent vraiment excités de voir un habitant d'une sphère vivante avec eux car ils ont toujours retrouvé leur cadavre dans le passé. Ils deviennent trop curieux et commencent à examiner le visage de Rudo et ils s'éloignent immédiatement d'eux. Les hommes lui disent qu'ils ne veulent pas de mal et commencent à le détacher, ce qui lui fait penser qu'ils sont beaucoup plus gentils qu'à Jin. Cependant, tout cela s'avère être un piège. Et bientôt, Rudo se retrouve enchaîné très étroitement à l'intérieur d'un camion. Il se demande ce qui se passe, mais les hommes à l'extérieur parlent de la chance qu'ils ont d'avoir un vrai Sparit vivant, car il va certainement rapporter une somme énorme. Ils parlent de la façon dont les gens perdent des sommes folles pour les parties du corps et les vêtements des morts, et de la façon dont trouver un objet rare les rendra fous. Le chef des hommes dit alors à Rudo que la raison pour laquelle les gens sont prêts à payer une somme d'argent aussi énorme pour des sphérites est qu'ils les détestent. Il maudit les gens vivant dans la sphère qui ont déversé tous leurs déchets sur la planète jusqu'à ce qu'ils s'accumulent, empoisonnant l'air et créant des monstres. Le chef décide alors de donner à Rudo quelque chose pour l'accueillir à la surface, et cette nourriture est de la viande pourrie et d'autres choses avariées. Il continue de se moquer de lui tout au long du film, en disant que les sphérites comme lui ne touchent même pas aux ordures, donc il ne peut pas digérer de la nourriture comme ça. Cependant, alors qu'il tente d'enfoncer un morceau de viande dans la gorge de Rude leur arrache la chair et la mâche avec la nourriture pourrie qu'il a mangée plus tôt. Il commence alors à manger la nourriture pourrie en disant que ce n'est pas de la camelote car elle est toujours parfaitement comestible. L'homme se fait dessus parce qu'il n'a jamais vu une bête pareille, mais ce n'est que le début. Rudo est en colère contre tout le monde parce qu'il qualifie les choses de déchets et d'indignes d'être utilisées, et il ne va plus se laisser faire. Son pouvoir se manifeste à nouveau et il se libère de ses chaînes. Il saute dehors et libère son énergie sur le sol, soulevant les objets autour de lui. Injin observe tout à distance et il est vraiment heureux de voir que Rudo s'est avéré être un donneur, une personne qui peut donner vie aux objets. Pendant ce temps, au sol, Rudo pense aux paroles de Rto selon lesquelles traiter les objets avec soin les rend vivants et il traite également leurs humains avec soin. Il jette son masque et attrape la chaîne utilisée pour l'attacher et la transformant en arme. Les hommes se précipitent vers lui, mais Rudo heurte le sol avec sa chaîne, les forçant à reculer. Leur chef leur dit de cibler la chaîne car un donneur est inutile sans son objet. Et ces hommes parviennent à désarmer Rudo rapidement. Cependant, à leur grande surprise et au plus grand plaisir de Jin, Rudo ramasse un pneu et le transforme également en arme, ce qui est trop rare même pour les puissants donateurs. Ils se débarrassent rapidement des hommes et passent ensuite à leur chef, qui continue de le maudire, mais juste au moment où Rudo s'apprête à le frapper, arrive et l'arrête. Rudo sort soudainement de sa frénésie et son pouvoir s'éteint. Le pneu qu'il utilisait se transforme soudainement en poussière et Rudo saigne du nez alors qu'il essaye de comprendre exactement ce qu'il vient de faire. Injin dit qu'utiliser son pouvoir de manière aussi imprudente ne peut que fatiguer son corps. Il s'excuse ensuite d'avoir testé Rudo comme ça, mais il voulait s'assurer de ses pouvoirs. Il promet de lui dire tout sur ce monde et ses pouvoirs. Mais en échange, il veut que Rudo rejoigne les nettoyeurs car ils ont besoin de gens comme lui pour combattre les monstres. Cependant, c'est un peu trop pour que Rudo puisse le traiter. Et il dit qu'il ne veut pas se joindre à eux. Il s'avère qu'Injin ne sait pas ce que signifie le mot « non » et il emmène Rudo dans une clinique pour se faire soigner tout en appelant son ami qu'il a trouvé un génie et l'a recruté dans le nettoyage. Rudo est choqué d'entendre cela car il n'a jamais accepté de le rejoindre. Il dit qu'il doit retourner immédiatement à la sphère, mais le docteur, effrayant aux yeux plus grands que les trous d'une table de billard, lui dit d'arrêter de parler. Il crie sur Rudo parce qu'il est allé dans le No Man's Land, parce que le air y est littéralement empoisonné. Il le traite d'idiot pour avoir été kidnappé et lui dit de remercier Injin qui l'a sauvé de 2 destins horribles en une journée. Rudo maudit Injin dans son esprit, puis le docteur qui s'avère être une vieille femme et s'offense lorsque Rudo l'appelle un vieil homme. Une fois le traitement terminé, elle expulse Rudo et Injin. Dehors, Rudo remercie Injin d'avoir payé son traitement
et lui dit qu'il a juste besoin d'informations sur la façon de revenir. Il dit qu'il n'a pas le temps de devenir nettoyeur, mais Injin répond qu'il espérait qu'être kidnappé lui apprendrait comment les sphérites sont traitées ici-bas. Il dit à Rudo que si quelqu'un découvre qu'il vient de la sphère, il regrettera d'être né. Et de plus, il ne trouve aucune information gratuite ici. Jin le conduit alors dans une ville dystopique désolée, mais elle est bien meilleure que le monde sale extérieur. Il offre même un hamburger à Rudo et il l'engloutit sans se retenir car il a vomi toute la viande pourrie qu'il a mangée il y a quelque temps. Il pensait que le fond du puits ne serait rempli que de déchets. Mais il y a ici des villes avec des gens qui y vivent. Il remarque une fille qui entre dans le magasin et commence à la regarder. Mais Injin décide alors de lui donner une leçon sur la surface. Il dit que les déchets ne sont pas la seule chose qui s'accumule ici, car les émotions s'accumulent également sous la forme d'une énergie. Les bêtes poubelles sont l'une des façons dont elles se manifestent. Et même s'ils se concentrent principalement sur les décharges, ils attaquent parfois aussi les villes. Il dit que les armes normales ne peuvent pas blesser les bêtes poubelles parce que leurs noyaux sont faits à partir des gants de Rudo. Rudo est surpris d'entendre cela. Et Injin lui dit que lorsqu'un objet est traité avec soin pendant une longue période, l'anima se rassemble également à l'intérieur et ils appellent ces objets des instruments vitaux. Des instruments vitaux peuvent détruire les noyaux des bêtes poubelles, mais tout le monde ne peut pas exploiter la puissance qui est en lui. Injin dit que les gens comme eux qui peuvent extraire ce pouvoir sont appelés des donneurs et que leur organisation, les nettoyeurs, est pleine de donneurs qui exterminent les bêtes poubelles. Rudo demande à Injin s'il promet de lui dire comment retourner dans la sphère, s'il rejoint les nettoyeurs, et il répond qu'il n'en a aucune idée. Rudo s'en prend à lui pour l'avoir trompé, et Injin rappelle qu'il n'a jamais dit qu'il savait comment le renvoyer. Cependant, il affirme que son patron est vraiment sage et qu'il pourrait peut-être aider Rudo dans sa quête pour rentrer chez lui. Rudo est en colère car il doit maintenant rencontrer le patron d'Injin avant de prendre une décision. Mais ensuite, Injin lui pose des questions sur les gants. Rudo lui dit que son père les lui a donnés et qu'ils sont la seule chose dont il se souvient. Injin comprend maintenant pourquoi il se soucie autant des gants usés et il dit à Rudo de les traiter avec soin car ils ont une âme forte en eux. Rudo devient émotif parce que tout le monde se moque toujours de lui à cause de ses gants. Mais Injin reçoit alors un message et décide de rencontrer un ami de travail. Rudo se lève soudainement et le remercie pour tout. Et en retour, Injin lui jette une bourse d'argent en lui disant de faire attention à la façon dont il la dépense. Rudo n'arrive pas à croire qu'il lui donne de l'argent en plus de tout ce qu'il a déjà fait pour lui. Mais Injin lui dit que ce n'est pas grave, car il a gagné de l'argent en vendant ses vêtements. C'est ainsi qu'il a pu être soigné et nourri. Il n'a donc même pas besoin de le remercier pour cela. Rudo devient fou en entendant cela, mais Injin lui dit qu'il ne pouvait de toute façon pas se déplacer dans la ville en portant des vêtements de la sphère. Rudo est vraiment furieux contre lui, mais il remarque ensuite un chat qui prend son argent et s'enfuit. Il se lance immédiatement à sa poursuite, mais ne parvient pas à atteindre le chat. Heureusement, il repère un bâton en forme de croissant de lune dans la rue et le prend immédiatement avec lui, l'utilisant pour arrêter le chat. Juste au moment où il parvient à immobiliser le chat, le propriétaire du bâton arrive et il est en colère contre Rudo pour avoir essayé de lui voler son précieux bâton. Rudo lui demande ce qu'il y a de précieux dans ce stupide morceau de bois et l'homme devient encore plus en colère. Il reprend rapidement son bâton, puis repousse Rudo. Avant cela, l'homme commence à devenir bizarre avec son bâton et Rudo est complètement dérouté par cela. Juste à ce moment-là, il voit le symbole des nettoyeurs qui était sur le parapluie de Jin et se rend compte que le gars devant lui est également un nettoyeur. Le gars active le pouvoir de son bâton, attaquant Rudo avec. Cependant, il le rate volontairement, car Injin lui avait déjà parlé de Rudo. Il se présente ensuite comme Zanka, le gars qui sera en charge de son entraînement à la demande d'Injin. Il dit qu'il n'aurait jamais pensé qu'il aurait à apprendre à un gamin qu'il ne devait pas voler les autres. Et Rudo lui dit qu'il empruntait simplement le bâton pour récupérer son argent. Zanka dit que son père n'a pas dû l'élever correctement et Rudo est vraiment en colère parce qu'il ne peut pas tolérer que quelqu'un insulte Reto. Cependant, en pensant à Reto, il se souvient qu'il lui a dit un jour que s'il voulait que quelqu'un l'écoute, il devait faire le premier pas en arrière après une bagarre et essayer de comprendre ce que ressent l'autre personne. Suite à ces mots,
Rudo pense que Zanka a le droit d'être en colère car il lui a pris son trésor soudainement. Il pense qu'il serait fou si quelqu'un prenait ses gants même par erreur et réalisait que c'était de sa faute. Il s'excuse auprès de Zanka et l'homme se calme tout aussi vite. Il dit à Rudo que tout va bien puisqu'il a rendu le bâton et qu'il aurait dû essayer de réagir plus calmement également. Eh bien, Rudo est complètement déconcerté par le changement soudain de sa personnalité et aussi parce que c'est la première fois qu'il parvient à désamorcer une situation stressante simplement en parlant. Il continue de penser que Recto avait raison sur plus de choses qu'il ne le pensait. Et puis Zanka l'aide à se remettre sur pied. Il lui demande quel est son instrument vital et ce qu'il peut en faire. Rudo lui dit que ses instruments vitaux sont probablement ses gants, mais il ne connaît pas encore leur capacité. Zanka examine ses gants et remarque qu'ils sont vraiment cool. Mais Rudo s'émerveille toujours de voir à quel point il semble différent maintenant. Il réalise soudain que c'est sûrement parce qu'il sourit maintenant. Et Erto lui disait toujours de sourire s'il voulait se faire des amis. Malheureusement, Rudo n'a jamais souri auparavant et il aurait besoin d'un entraîneur de gym pour lui apprendre à utiliser correctement les muscles de son visage. Et il fait de son mieux pour copier un sourire humain, mais finit par donner l'expression la plus horrible que Zanka ait jamais vue sur un visage humain. Il s'écrase à nouveau sur Rudo, lui demandant quel genre de visage il fait. Il lui demande s'il se moque de lui avec ce visage, et Rudo lui demande pourquoi il est en colère cette fois-ci, parce que c'était le meilleur sourire qu'il pouvait lui donner. Zanka lui dit que même un aveugle pourrait dire que ce n'était pas un sourire. Rudo décide donc de fermer les yeux et les lèvres pour que cela paraisse plus naturel. Il semble moins effrayant cette fois, mais cela ne suffit pas à empêcher Zanka d'être en colère. Il pense que Rudo est trop confiant parce que Injin l'a qualifié de génie, et maintenant il se moque de lui. Il dit qu'il ne pourra jamais atteindre ses objectifs s'il continue à faire les idiots comme ça. Mais c'était une limite qu'il n'aurait pas dû franchir. Rudo pense à son objectif de retourner dans la sphère, et il dit à Zanka qu'il est très sérieux à leur sujet. Il lui dit d'arrêter de l'insulter, et Zanka sort à nouveau son arme, disant qu'ils ne s'entendront pas bien. Rude est d'accord avec lui et sort une tige métallique de la poubelle à proximité, réveillant son pouvoir. Zanka est choqué de le voir utiliser un objet aléatoire comme instrument vital et il réalise pourquoi Jin l'a qualifié de génie. Cependant, il est toujours confiant que si Rudo a juste un talent naturel, il ne sera pas capable de battre une personne médiocre comme lui qui a travaillé dur pour atteindre ce niveau. Rudo ne remarque même pas que la provocation était une distraction jusqu'à ce que le bâton de Zanka tombe juste devant lui, le manquant de quelques centimètres. Il est obligé d'esquiver et de s'enfuir alors que Zanka passe à l'offensive et le plaque rapidement au sol. Zanka est satisfait de sa victoire, mais il remarque ensuite quelque chose sur son visage. Il l'essuie, puis le sent par curiosité pour découvrir que c'est de la merde. Il panique lorsqu'il réalise que la tige métallique que Rudo a ramassée faisait partie d'une ventouse de toilette. Il essaie d'expliquer ce qu'est un piston, mais Rudo n'est pas d'humeur à entendre quoi que ce soit et il commence à balancer le piston qui est encore plein du dîner de quelqu'un. Panique et fait de son mieux pour esquiver les oiseaux qui volent partout et finit par s'enfuir de Rudo. Rudo ne comprend pas pourquoi il a si peur maintenant, mais cela joue quand même en sa faveur. Alors il le poursuit, terrorisant Zanka avec le piston. Après avoir parcouru pendant un moment différentes ruelles, comme dans les vieux dessins animés de Tom et Jerry, Zanka s'échappe dans la rue principale avec Rudo, juste derrière lui. Soudain, un chat fait trébucher Zanka et il perd l'équilibre, donnant à Rudo la chance de combler l'écart. Il saute très haut, balançant le piston de toute sa force vers Zanka pétrifié. Il est frappé par une avalanche de crottes volantes qui l'assomme net. Et après un moment, Injin arrive là-bas pour vérifier leur état. Il demande à Rudo s'il a déjà rencontré son nouveau professeur. Et il pointe simplement du doigt Zanka, qui est allongé sur un tas d'ordures et qui est en train de paniquer comme un fou. Injin l'aide à se nettoyer et lui donne un coup de main. Mais il ne peut s'empêcher de rire de la façon dont Zanka s'est fait tuer par la merde. Rudo est également traumatisé en apprenant la vérité sur l'arme qu'il brandissait dans les rues. Et puis Injin lui dit que Zanka est un enfant gâté et qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un le traite comme ça. Rudo ne peut que regarder Zanka mortifié lorsqu'il remarque une paire de bottes sur la banquette arrière de la voiture. Injin dit alors à Rudo que leur premier n'a peut-être pas été le meilleur, mais que Zanka sera son professeur à partir de maintenant. Il le félicite en disant qu'il est le formateur le plus compétent lorsqu'il s'agit de manipuler des instruments vitaux. Juste à ce moment-là, Injin appelle la femme nommée Ryo à l'arrière de la voiture,
lui demandant quand elle est venue ici. Elle se réveille de sa sieste de beauté et répond qu'elle était curieuse à propos du nouveau gars. Rudo ne peut que le regarder parce qu'elle est plutôt jolie. Et puis, Ryo commence soudainement à jouer avec ses cheveux parce qu'ils sont assez uniques, le faisant se demander s'il est venu au paradis par accident. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Injin conduit sa voiture hors de la ville, les conduisant au siège du service de nettoyage situé au milieu de la nature sauvage. Injin passe devant des villes détruites et atteint un tunnel fortifié traversant un immense mur de pierre. Alors qu'ils sortent de l'autre côté, tout le monde descend de la voiture et Injin accueille Rudo au siège des nettoyeurs. Rudo est encore sous le choc de Ryo jouant avec ses cheveux et alors qu'il commence à marcher vers le bâtiment, quelques mouches commencent à tourner autour de lui. À l'intérieur du bâtiment, une réceptionniste bronzée lit tranquillement un magazine Playboy et Injin la présente à Rudo sous le nom de Semu. Il dit que Semu jette un œil à tous ceux qui les rejoignent. Mais juste au moment où il est sur le point de révéler son pouvoir, elle lance sa fourchette sur Rudo, tuant les deux mouches d'un seul coup. Rude est abasourdi par cela, et Semu l'accueille alors, disant qu'Injin lui a tout dit sur lui, mais qu'elle doit le regarder personnellement pour évaluer son potentiel. Alors qu'elle commence à se concentrer sur ses lunettes, Injin explique quels sont ses instruments essentiels qui améliorent sa vision. Et si elle se concentre, elle peut voir de quoi une personne est faite. C'est une nouvelle pour Rudo, mais il n'a pas beaucoup de temps pour y penser. Alors que ceux réveillent le pouvoir de ses lunettes et observent son potentiel, elle est choquée par ce qu'elle voit et désactive rapidement sa capacité. Quand Injin lui demande ce qu'elle a vu, elle lui dit que Rudo est déjà athlétique. Il n'a donc pas besoin d'entraînement à ce sujet. Et il a également une bonne relation avec son instrument vital, même s'il a besoin d'un peu de formation pour l'utiliser correctement. Injin sent qu'il y a plus. Et Shiamu dit que Rudo a de la merde sur la nuque. Il commence à rire en entendant cela et décide alors d'emmener Rudo rencontrer le patron. Mais il jette un coup d'œil à Semu en partant car il sait qu'elle cache quelque chose. Sur le chemin, Injin dit à Rudo qu'il y a environ 100 nettoyeurs au total, y compris des combattants, des gardes et des soutiens. Cependant, ils sont toujours dispersés en raison de leur mission, donc la plupart d'entre eux ne sont pas au siège. Il dit à Rudo qu'il devrait en rencontrer certains et que cela ne prendra pas longtemps. Mais au moment où il ouvre la porte du salon, il trouve un groupe de femmes de ménage et ferme immédiatement la porte car elles pourront toujours faire les présentations plus tard. Ils atteignent bientôt la chambre du boss, mais avant d'y entrer, Injin dit à Rudo de ne pas commencer la conversation en demandant comment retourner à la sphère. Il lui dit qu'il doit offrir quelque chose en échange de cette information, et il devrait commencer par promettre de travailler comme nettoyeur. Il lui dit également de ne pas poser de questions sur l'instrument vital du patron, car personne ne sait ce que c'est ni quel est son pouvoir. Juste à ce moment-là, Semu arrive et leur dit que le patron est en mission et ne reviendra pas avant quelques jours. Rudo est confus par cela, mais Injin sait que c'est normal et il lui dit qu'il doit attendre quelques jours pour rencontrer le patron. Rudo est énervé à ce sujet et demande ce qu'il est censé faire en attendant lorsque Ryo apparaît soudainement et lui dit de venir la regarder travailler. Elle dit qu'il ne peut pas devenir nettoyeur tant qu'il n'a pas été approuvé par le patron. Alors, le mieux qu'il puisse faire est de l'accompagner en tant que stagiaire. Et cela fonctionne aussi pour elle parce qu'elle veut en savoir plus sur lui. Le cerveau de Rude cesse de fonctionner parce qu'il n'a jamais eu ce type d'attention féminine dans sa vie auparavant. Alors, il la suit tranquillement. Ils se rendent dans la salle de stratégie où Semu explique qu'une petite ville située près d'une zone polluée a demandé de l'aide car de petites bêtes poubelles ont été trouvées à proximité. Rudo est curieux au sujet des zones polluées et Semu apprend qu'Injin ne lui a même pas expliqué correctement les bases. Elle explique à Rudo que le sol est divisé en zones sûres qui abritent la vie humaine et en zones polluées par les déchets où vivent les bêtes poubelles. La zone où Rudo a atterri était un no man's land, c'est-à-dire une zone polluée exceptionnellement dangereuse, et la plupart des gens mourraient dès qu'ils y mettraient les pieds. Elle donne ensuite un masque à Rudo, lui disant de le porter à tout moment lorsqu'il se rend dans les zones polluées. Il pourrait mourir à cause des gaz toxiques en moins de 15 minutes. Plus tard, Rudo rejoint Ryo et son équipe en mission et elle lui dit de rester près d'elle à tout moment afin qu'il puisse en apprendre le plus possible. Il se sent toujours mal à l'aise à ce sujet, mais il commence alors à se demander combien de temps il est resté dans la zone interdite
et quelle quantité de poison il a respiré. Son attention se porte alors sur la décharge devant eux, et il se demande si les gens dans la sphère savent qu'il y a des humains qui vivent au fond de la fosse. Cependant, rien de tout cela n'a d'importance, car la chose la plus importante pour Rudo est le tas d'ordures lui-même. Pour lui, ce n'est pas seulement un tas d'ordures, mais un véritable trésor, où il peut trouver des choses utilisables et les réparer sans que personne ne le gronde pour cela. Il rattrape ensuite Rio et lui demande qui sont les autres gars avec elle. Elle répond qu'ils sont des supporters et que même s'ils n'ont pas de pouvoirs spéciaux comme les combattants, ils sont vraiment utiles dans les missions. L'un des supporters tend la main à Rudo pour lui serrer la main, et tandis qu'il la prend nerveusement, le supporter l'écrase de toutes ses forces. Rio rit de Rudo, qui se tortille de douleur, lui disant que ce type a une force de préhension incroyable et qu'il peut déchirer la carapace extérieure d'une bête poubelle à main nue. Rudo ne pense pas pouvoir gérer cette garce psychopathe plus longtemps. Lorsqu'un des soutiens alerte tout le monde que les bêtes poubelles arrivent, Rudo décide de l'observer de près pour en apprendre le plus possible. Bientôt, un groupe de petites bêtes poubelles ressemblant à des chèvres sortent de la forêt de déchets effrayante et Rudo panique, demandant à Rio comment sont-ils censés faire face à ces nombreux ennemis. Elle lui dit de se calmer car ce ne sont que des bêtes faibles et lentes qui ne peuvent même pas passer la clôture en bois. Ces paroles se révèlent vraies lorsque les bêtes sauvages attaquent la clôture et ne font aucun dégât. Mais soudain, la deuxième vague arrive et elle est accompagnée de bêtes poubelles plus grosses et plus féroces. Ils commencent à pousser la clôture et à la casser et Rudo panique en demandant à Rio ce qu'il devrait faire maintenant. Elle dit à nouveau à Rudo que ces bêtes sont juste un peu plus fortes que les précédentes et qu'elles conviennent toujours parfaitement pour entraîner un débutant. Elle dit qu'il devrait simplement finir de nettoyer rapidement, puis retourner à la base pour organiser une fête pour accueillir Rudo à la surface. Il n'arrive pas à croire qu'elle puisse être aussi décontractée alors qu'elle risque constamment sa vie en combattant les monstres. Et Rio lui dit que s'il veut survivre sur Terre, il doit avoir une vision positive du monde. Rudo réalise soudainement qu'Injin est le même aussi, et il sent que c'est ce qui lui a manqué. Il décide également de rester calme à propos de tout, quand soudain, une énorme bête poubelle franchit la barricade, et même Rio panique en la voyant. Rudo se tourne vers elle pour lui demander si tout va bien, mais elle lui dit que cette grosse bête est incroyable, car elle n'a jamais rien vu d'aussi élégant. Elle dit que ce n'est pas le meilleur matériel à enseigner aux débutants, mais elle va s'amuser à le combattre. Elle sort ses ciseaux, et Rudo ne peut que la regarder, abasourdi. Rio active alors ses ciseaux et les jette dans le ciel, où ils deviennent énormes et encore plus tranchants. Elle les attrape avec sa jambe, puis se précipite vers la horde de monstres en abattant un groupe d'entre eux d'un coup de ciseaux. Rudo ne peut même pas comprendre ce qui se passe, et le gars du support lui dit que l'instrument vital de Rio s'appelle l'éventreur, et contrairement aux gens normaux, elle le manie avec ses pieds. Rudo se rend compte que chacun utilise ses instruments vitaux à sa manière lorsque le gars qui lui serre la main lui dit de faire plus attention à son environnement. Rudo remarque trop tard qu'une bête poubelle de niveau 2 est sur le point de l'attaquer. Mais heureusement, le supporter l'arrête à main nue avant de lui écraser la tête et de la jeter à Rio, qui la coupe simplement avec ses ciseaux. Elle dit à ses partisans d'envoyer d'autres bêtes poubelles vers elle et ils obéissent, lançant ces monstres lourds sur elle comme s'ils ne pesaient rien. Au moment où Rudo traite tout cela, il apprend que c'est ainsi que les nettoyeurs se battent. Rio a nettoyé tous les petits poissons et il ne reste plus que le monstre boss. Les supporters décident de désactiver toutes les petites bêtes poubelles qui peuvent interférer dans son combat et de se disperser. Mais Rudo remarque alors qu'une des bêtes handicapées est réveillée et fait trébucher un supporter. Il saute alors sur lui et l'homme ne peut pas s'écarter de son chemin à temps. Heureusement, Rudo arrive à son secours et dit qu'il prouvera sa valeur ici, afin qu'il puisse obtenir rapidement les informations qu'il souhaite. Il transforme le tuyau de fer dans ses mains en arme et il se transforme en une barricade à pointe. Rudo est confus par cela, mais il se rend ensuite compte qu'il a oublié comment utiliser son pouvoir parce qu'il l'a fait instinctivement pendant tout ce temps. Il ne comprend pas comment gérer la situation et la bête poubelle commence à le pousser. Heureusement, Rio arrive juste à ce moment-là et se débarrasse rapidement de la bête poubelle, disant à Rudo qu'il a fait une bonne chose en suivant son instinct pour sauver les autres. L'autre supporter arrive aussi et la remercie avant de lui demander si elle a vaincu le grand. Rio dit qu'elle l'a coupé en deux, mais d'une manière ou d'une autre, il est toujours debout. Elle ne comprend pas comment il a pu survivre à son attaque alors qu'elle est sûre d'avoir touché son noyau, mais elle décide de le découper en petits morceaux pour qu'il devienne inutile.
les partisans décident d'enregistrer des informations et ils partent avertir les villes voisines à ce sujet. D'un autre côté, Rio saute sur la bête poubelle et atterrit sur son visage avant de sauter sur sa tête et de couper tous les tuyaux qui dépassent de là. Après avoir rendu le monstre chauve, elle remarque quelque chose qui brille sous ses pieds et elle réalise que ce doit être le noyau que le monstre essaie de cacher. Cependant, avant qu'elle ne puisse l'attaquer, la bête poubelle commence à bouger suffisamment violemment pour la jeter au loin. Il rattache ensuite les tuyaux à sa tête et commence à frapper sa mâchoire sur le sol avec une grande intensité. Rio s'accroche toujours d'une manière ou d'une autre, mais la bête dirige soudainement son attaque vers Rudo et les supporters. Rudo se fige en voyant les tuyaux métalliques venir vers lui. Mais heureusement, il ne subit pas de coup direct. Le sol sous lui est détruit par les attaques. Et tandis qu'il tombe, il commence à se demander ce qu'il fait. Il pense qu'il ne peut pas se venger de Reto et de la sphère à ce rythme, et l'obscurité commence à le consumer. Cependant, le gars de soutien arrive pour le sauver de tomber dans le trou et aussi pour l'empêcher de céder au désespoir. Il porte Rudo sur son épaule, lui disant que s'il a un objectif, il ne doit pas se figer et plutôt se précipiter vers lui tant qu'il le peut. Il lui dit d'apprendre des partisans qui n'ont aucun pouvoir, mais ils continuent à faire leur travail. Juste à ce moment-là, Rudo remarque que Rio découpe à nouveau le monstre et, à en juger par ses cris, elle se rend compte qu'elle a trouvé son point faible. Elle saute très haut, puis se laisse tomber vers sa tête à grande vitesse, la perçant avec ses ciseaux et lui arrachant le cœur. Alors qu'elle touche le sol et détruit le noyau, le supporter court immédiatement vers elle et lui demande comment elle a vaincu la bête poubelle, et elle dit qu'elle a poignardé autre chose que son noyau et qu'il est mort. Elle tient un coupe-carton dans ses mains, disant que c'est ce qui alimente la bête poubelle. Et le gars du support n'arrive pas à y croire, parce qu'il se rend compte que le cutter est en fait un instrument vital, et que cela n'a aucun sens pour une bête poubelle d'en avoir un. D'un autre côté, le chef des bandits qui prévoyait de vendre Rudo se réveille soudainement dans une pièce faiblement éclairée. Il se demande où il est quand soudain le gars assis sur le canapé en face de lui demande où se trouve l'enfant de la sphère dont il a parlé dans son sommeil. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.